En cas d'amour. Le podcast qui va vous faire vivre de belles amours. Bienvenue en saison 3. En cas numéro 7. J'ai tout donné en amour et je me sens humilié. Comme nous aimons le tango, nous ne nous privons pas de les décortiquer pour proposer l'écoute et l'analyse d'un tango emblématique de l'amour souffrant. Non pour continuer à en faire la critique, mais pour commencer à identifier les portes de sortie de la souffrance et des nouvelles façons de construire des amours plus sereins et épanouissants. C'est un tango de 1941, interprété par Rodolfo Biagi, Humillación, qui fera les frais de notre analyse. Bonne écoute. Bonjour Luciana. Bonjour Jean-Baptiste. C'est reparti pour un nouvel encas sur l'analyse des paroles d'un tango. Oui, tout à fait. Donc, on s'est proposé aujourd'hui d'analyser les paroles du tango Humillación. Est-ce que tu peux nous le présenter brièvement ? Bien sûr, c'est un tango assez rythmé, qui est très agréable à danser et pour qui aime les pas syncopés. En tout cas, l'histoire racontée à l'intérieur est quand même une histoire assez souffrante. Les paroles ont été écrites par Carlos Barr, mais on s'aperçoit à l'écoute de ces orchestrations que le dernier couplet n'est pas présent et n'est pas chanté. La première version était celle qui a été interprétée par Biagi en 1941. Puis ça a été réinterprété sur le même style évidemment par D'Arienzo, parce que Biagi était le pianiste de D'Arienzo, de l'orchestre de D'Arienzo. Puis après ça a été repris par d'autres orchestres après les années 70. On a donc dans ce morceau-là, en tout cas, un côté très dansant. L'histoire est un peu, on va dire, dramatique, parce que de toute façon, on sait très bien que le tango, c'est quand même beaucoup d'histoires, de drames amoureux. Et tu peux nous faire une petite synthèse de l'histoire racontée dans ce tango ? Avec plaisir. Donc, on a l'impression que c'est un homme qui parle d'un amour souffrant. On suppose vis-à-vis d'une femme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes les caractéristiques de l'amour souffrant dans le modèle romantique qu'on connaît bien, parce qu'on vit sous ce modèle-là, tous et toutes. Mais il y a une petite singularité que vous n'allez pas trouver dans la version chantée, parce que c'est dans le dernier couplet. Et dans le dernier couplet, il renvoie la faute ou la culpabilité sur lui-même. Oui, parce qu'en fait, l'histoire en tant que telle, on sent que c'est un homme qui a donné tout dans un amour et qui, au final, n'est pas aimé à la même hauteur par la personne sur qui il a jeté son dévolu. Exactement. Il s'est jeté à corps perdu comme on nous apprend à le faire, parce que c'est le vrai amour, l'unique, et il a la chance de l'avoir vécu. Donc, il faut tout donner. Il a été touché par ce grand amour. Il imagine cela, il donne tout, et puis il perd ses moyens et il perd sa prudence. Et voilà, on va s'écouter le morceau d'abord, puis après on fera une petite lecture des paroles pour que vous ayez bien le sens de chaque mot et que lorsque vous l'interprétez sur la piste, vous vous rappellerez de cet homme qui se lamente, de sa souffrance, de l'amour qu'il a donné. Bonne écoute et on se retrouve tout à l'heure. Sabía del amor que se arrodilla, balbuceando ruegos mansos de altiveces. Fue de ese modo con flaquezas que aún me humillan, como en mi delirio te llegué a querer.
Hoy que despierto frente a tu liviana pasión en mi conciencia, que sintió de lleno el rigor, brota despecho de este amor que me envilece, el grito rebelde de mi humillación. Odio este amor que me humillo a tus antojos, odio este amor que me enseñó a suplicar, ansia torpe que me arrodilló bajo el yugo de tu pretensión. Odio este amor que al doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu calor. Odio este amor que al doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu calor. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à écouter les paroles en version française de ce tango Humillación de Biaggi. On va faire le premier couplet, on va le commenter et puis on avance comme ça. Je ne savais rien de l'amour qui se met à genoux, balbutiant des prières, docile aux exigences, et ce fut ainsi, par une faiblesse qui m'humilie encore, que dans mon délire, j'en suis venu à t'aimer. Bon, là, on est confronté à plusieurs problèmes. Déjà, l'humiliation, le délire, le fait d'être docile. D'avoir des faiblesses, ouais. De s'être donné dans cet amour. Mais ce qui est intéressant, c'est il dit « Je ne savais rien de l'amour qui se met à genoux ». Il y a quelque chose dans cette phrase-là qui est... On commence directement par ça pour dire quand on tombe amoureux, finalement, on a quelque part, on tombe, bah oui, on se met à genoux. Tomber amoureux, c'est se mettre aussi à genoux et s'humilier, finalement, se rendre faible vis-à-vis de l'autre. Et je pense que ce qui me dérange, moi, et je pense assez te connaître pour savoir que ça te dérange aussi, c'est cette espèce d'inégalité qui s'établit dès le départ. Dès le départ. Il y a une des personnes qui a le pouvoir. Et quel est le rapport entre amour et pouvoir? Il est compliqué. Tout à fait. Et puis, on va s'appuyer sur ça aussi pour dire, tiens, comment on pourrait faire autrement pour que ça ne s'effondre pas ou ça ne tombe pas, justement, et que personne ne soit à genoux l'un par rapport à l'autre. Voilà. Donc, l'idée de faire la critique de ce tango, ce n'est pas seulement de faire la critique de ce tango, mais c'est, comme tu disais, de proposer une autre façon de faire, parce qu'on pense qu'il y a une autre façon de vivre l'amour, et notamment qu'il y a une autre façon de vivre la première étape de l'amour. C'est-à-dire, est-ce qu'on tombe à genoux devant l'état amoureux, et on se laisse dépasser, et on se raconte qu'on n'a aucune prise sur cet état-là, tous les deux ensemble, ou on le vit autrement. Faisons la critique et puis il y aura la place pour notre proposition. On va trouver des pistes. Deuxième couplet. Aujourd'hui, je me réveille face à la légèreté de tes sentiments. En dépit de cet amour qui m'avilit, monte dans ma conscience qui a éprouvé en plein la rigueur le cri de rébellion de mon humiliation. Là, pareil, on est dans une dynamique où s'il faut se rébeller vis-à-vis de cet amour, au lieu de pouvoir l'accueillir, le vivre et le partager, c'est qu'il y a un souci aussi. Et pas parce que les choses se sont envenimées, mais parce qu'elles ont été mal proposées dès le départ. Oui, ou mal interprété. Quand il dit « je me réveille face à la légèreté de tes sentiments », il se réveille, tiens, comme s'il avait ouvert les yeux d'un coup, face à ce que l'autre lui peut... alors que peut-être il aurait pu prendre le temps et pas s'endormir. Oui, mais le vrai amour,
il est réciproque dans l'idée de l'amour romantique, évidemment. Et il y a une expression qui dit l'amour rend aveugle quelque part. Là, il a retrouvé la vue. Il Exactement. s'est réveillé. Voilà, donc cet amour qui l'avilit. Un cri de rébellion. Ce qui est intéressant aussi, c'est le cri de rébellion aussi, qui est quelque part. Non, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise que d'aller dans cet amour, les yeux fermés, et finalement, j'ai l'impression d'être humilié par l'absence de ton amour, ou la faiblesse, la légèreté de ses sentiments. Et où est passé mon éthique vis-à-vis du soin de moi-même? Tout à fait. C'est-à-dire préservation de ma dignité, prudence, savoir où je mets les pieds et comment je me protège. Complètement. Pas parce qu'on est parano, mais parce qu'il faut se laisser le temps de savoir à qui on a affaire et quelle est sa cohérence entre ses mots et ses actes ou pas. Quelles sont ses capacités réelles d'être en relation et dans quel type de dynamique. Et est-ce qu'on aime ce type de dynamique ou pas? Mais pour se laisser la place de ressentir tout ça, il faut ne pas partir sur quelque chose de préétabli, de préconçu. C'est la bonne personne et je ne me pose plus de questions. Et il a été séduit très certainement par cette personne-là sur son apparence et sur des choses qui, peut-être qu'elle était très séduisante et que ça l'a complètement aveuglé et qui s'est dit c'est la bonne personne comme tu dis et il n'a pas pris le temps de se dire est-ce que finalement c'est vraiment la bonne personne. Et ce premier temps d'attirance, de projection, il y a beaucoup de projections, de rêves. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un temps où on se raconte une histoire et on est un peu seul. On est avec son attirance, on n'est pas avec l'autre. Exactement. Et ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est une attirance qui n'est pas encore réciproque et on ne sait rien de ce qu'on va pouvoir co-créer et de quoi il est capable l'autre, de quel type de dynamique. Et est-ce que cette dynamique-là va me convenir, moi? Et pouvoir avoir suffisamment la liberté de se poser la question de façon honnête et de reconnaître si l'autre qui me plaît tant me propose quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Oui, tout à fait. Le couplet qui vient juste après, il est aussi parlant de cela, puisque il dit « Je hais cet amour ». Bon, déjà, haïr un amour, c'est quand même fou. Ça veut dire qu'en lui, il a cet amour pour elle, mais en même temps, il le hait parce que ça le dépasse complètement. Et il dit « Qui m'a servi à tes caprices ». Est-ce que c'est vraiment des caprices ou est-ce que c'est simplement qu'elle est ce qu'elle est? Il s'aperçoit que ce que lui, il attend, ça ne correspond pas à ce qu'elle est. Il a l'impression que ce qu'elle fait, ce sont des caprices. Parce qu'il dit 2 fois « Je hais cet amour qui m'a servi à tes caprices. Je hais cet amour qui m'a appris à implorer. Désir sourd qui m'a mis à genoux sous le joug de tes prétentions. Je hais cet amour qui, ma force d'âme vaincue, m'a réduit à mendier ta chaleur. » C'est lourd, là. Oui, mais il y a une étincelle de conscience quand il dit que son désir, il est sourd. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne veut pas écouter. Qu'il y a une petite voix, celle de la prudence et celle de la dignité, et de l'éthique du soin de soi, qui essaye de lui raconter quelque chose, et il ne l'écoute pas parce qu'il est trop pris dans son désir. Et pourtant, il dit, c'est « désir sourd qui m'a mis à genoux sous le joug de tes prétentions ». Tu vois, je ne l'ai pas interprété comme ça, mais... Oui. Pour moi, le désir sourd, un désir sourd, c'est le désir... J'y vais pleinement, tu vois. Le désir sourd, c'est j'y vais totalement. Mais justement, c'est un désir qui a été sourd à la prudence. À la voix ça, de la prudence exactement. Chez lui. Oui, tout à fait, ouais, absolument. Donc le désir sourd qui m'a mis à genoux sous le joug de tes prétentions, c'est vraiment l'idée de se dire, j'ai un désir... Mais j'écoute plus rien, je ne vois plus rien, je me mets totalement à genoux et là j'ai l'impression de ne voir que les prétentions que tu as. Et je me jette à corps perdu dans cette relation parce que si c'est le vrai amour, il faut tout donner parce que sinon ça ne va pas marcher. Et non seulement il faut tout donner mais il faut tout attendre et vu qu'il n'y a rien qui vient, je finis par mendier. Je me réduis... Et là, tu parlais tout à l'heure de la question de la dignité. Quand on se met à mendier quelque chose, on mendie du lien, on mendie de la chaleur, on mendie etc. Quand on en est à ce point-là, c'est-à-dire qu'on a réduit nos propres prétentions à des petites choses qui sont normalement assez faciles à trouver un peu partout, mais là, qui ne doivent venir que d'une seule personne qui n'est pas prête du tout à ça, a priori.
Et quand on a la sensation que notre dignité est piétinée, c'est qu'il y a un problème. Et ça, on ne nous l'apprend pas. On ne nous l'apprend pas. Non, 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 c'est que l'autre... Et très souvent, d'ailleurs, on met la culpabilité sur l'autre. C'est que l'autre ne nous aime pas assez. L'autre, soit il ne nous aime pas, soit il n'est pas à la hauteur. Il a peur, il ne veut pas s'engager, mais en fait, il ne veut pas de nous. C'est aussi peut-être bête que ça. Oui, peut-être il veut autre chose, ou autrement, et peut-être qu'il ne veut pas une intensité équivalente, et peut-être qu'il veut aussi construire quelque chose, et il n'a pas envie d'une personne aveugle, peut-être. Et il n'a pas envie d'une personne aveugle qui a un désir sourd. Il a peut-être envie d'une personne consciente et réveillée, absolument. Oui. Et il est peut-être effrayé de l'intensité de cet engagement sourd et aveugle. Hein. Absolument, mais c'est assez courant. Hein, et c'est bon signe pour l'autre. Absolument, il prend ses... En tout cas, il est prudent de ce côté-là. Peut-être qu'il savait à l'avance à qui il avait affaire, et en se protégeant, en prenant peut-être le temps de se dire je ne vais pas me plonger dedans directement, mais je vais prendre le temps. L'autre n'a pas pu prendre le temps, et il a perdu la bataille quelque part. Donc le dernier couplet de ce tango, c'est celui qu'on n'entend pas dans les différentes versions chantées, et pourtant qui font bien partie du texte de Carlos Bar. Je ne te fais pas reproche de ce que l'inconstance de ton amour a couvert mon existence des ombres de l'abandon. Ce n'est pas ta faute si je maudis à chaque instant ce que fut la faiblesse de mon cœur. La faute est la mienne, c'est de m'être traîné à tes pieds, et ma punition, c'est de condamner ma propre passion face aux reproches de ma fierté blessée qui ne se console pas de son humiliation. Là, il y a déjà une petite dissidence, une lueur de lucidité qui lui fait dire que ce n'est pas de sa faute à elle. Oui. C'est lui qui s'est pris les pieds dans le tapis, qui s'est trompé tout seul, qui s'est raconté une histoire. Au moins, il y a de l'espoir pour lui parce qu'il y a cette lueur de conscience. Et on sent qu'il ne va pas le refaire 2 fois. Oui. On sent peut-être qu'il l'avait même jamais fait avant. Tu vois, c'est presque comme s'il l'avait... Ça lui était jamais arrivé, et que d'un coup, il vit ça. Parce que la première phrase, tu l'as bien expliqué, je ne savais rien de l'amour qui se met à genoux. C'est la première fois que ça lui arrive, et on sent bien que ça sera la dernière. Oui. Donc tant mieux pour lui. Oui, on a une tendance quand même dans le modèle de l'amour romantique que nous on essaye de déconstruire dans nos propos pour reconstruire autre chose. C'est bien de dire justement de ne pas s'aveugler et ne pas se mettre à genoux pour une supposée bonne personne, parce qu'on en perd notre dignité et on rentre dans une forme de souffrance qui ne nous sert pas et ne nous grandit pas. Et dans un état de dépendance aussi. Un état de dépendance, et si nous on tient à faire ce travail dans les podcasts, c'est aussi parce qu'on considère qu'il est possible de vivre un amour qui construit, qui grandit, qui nous rend plus libres, qui nous rend aussi plus autonomes dans la vie de tous les jours, et qui nous rend fiers aussi d'aimer. Et concrètement, comment tu peux résumer ce qui serait notre proposition pour cette première étape, au lieu de se jeter à corps perdu dans l'état amoureux? Oui, en tout cas, s'il devait lui réécrire cette histoire qu'il a vécue là, la première chose, c'est de prendre le temps. Il n'y a pas de secret. Si on ne prend pas le temps de construire quelque chose, alors, si on ne prend pas le temps, si on n'attend pas, si on ne soumet pas au temps l'intensité du lien pour voir si, 1, il est solide, 2, il est capable de passer aussi les épreuves de l'absence ou de l'absence de soi et de l'absence de l'autre. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de voir si l'autre en face, il est fiable dans ce qu'il est. Et si sa parole, elle est juste, elle est en vérité, ou si c'est une parole qui va être le contraire la semaine d'après, parce qu'on n'aura pas le temps, parce qu'on se sera jeté à corps perdu. Donc la première chose, c'est de prendre du temps. La deuxième chose, c'est prendre du recul, c'est regarder où l'on est, où l'on se situe. C'est pas juste constater qu'on est dans
un état amoureux ou constater qu'on est dans une passion vis-à-vis d'une personne, mais c'est aussi regarder quelles sont les modifications qu'il y a dans nos comportements, dans nos attitudes vis-à-vis de notre environnement social, vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de notre quotidien. Les questions qu'on va retrouver assez fréquemment, c'est est-ce que je vis une obsession? Est-ce que je vis aussi un manque douloureux ou pas? Parce que là, c'est des signaux qui nous indiquent qu'on va se retrouver dans pas longtemps dans une posture possiblement humiliante, mais dans tous les cas, une posture où on devra à un moment mendier quelque chose chez l'autre. Parce que quand quelque chose nous manque, on peut arriver à mendier. Et c'est vrai qu'on est tous les deux épris de liberté, mais aussi d'égalité. Et quand il y en a un qui est à genoux, il n'y a pas d'égalité. Et moi, je pourrais ajouter à notre proposition pour cette première étape, au lieu de plonger dans un état amoureux, moi je dirais que ce qu'on a essayé de vivre ensemble et ce qu'on essaye de vivre à chaque fois qu'on vit une nouvelle relation, que ce soit toi ou moi, c'est d'être dans un état d'ouverture, de découverte, de curiosité vis-à-vis de cette personne qu'on va découvrir, ne pas se raconter des histoires toute seule, moi dans mon coin, mais pouvoir constater, vivre des choses ensemble et constater en toute honnêteté comment je me sens après. Parce que ce n'est pas parce que je me suis dit que cette personne, elle était géniale et qu'elle pouvait venir combler, qu'elle tombait à pic, qu'elle va combler ceci, cela, je peux me raconter ce que je veux. Mais si je ne suis pas capable de sentir que ça a été génial, que j'en ai envie encore, ou le contraire, que finalement, elle me propose des dynamiques un peu étranges, elle a dit quelque chose, mais après elle a fait autrement. Voilà, si je ne peux pas en toute honnêteté percevoir les alertes et que je ne suis pas aveugle et sourde à ce qui se produit en moi, je vais droit à la catastrophe. Tandis que si je peux garder cette espèce de prudence, on avait parlé de vigilance, moi je me disais que c'est plus de l'ordre de la prudence, ce qu'on propose, de pouvoir être présente dans la relation, tout en restant prudent, en prenant le temps. On a envie de vivre l'intensité, c'est génial les premiers moments d'une relation. On n'est pas contre, on ne dit pas non, mais la question c'est comment. Et c'est là où on essaye de mettre en place des choses pour se protéger. Ouais. Effectivement, il y a la prudence est la meilleure des solutions pour se protéger soi-même, mais là, c'est vrai que l'utilisation du terme vigilance, il était aussi dans la question de l'autre. Comment je suis aussi vigilant à ce qu'il m'envoie comme information. Et parce qu'on a tendance à être aveugle. Ce qu'il exprime là, c'est qu'il est aveuglé par ce qu'il ressent et il ne voit pas ces signaux comme par exemple la légèreté de ses sentiments, il ne les voit pas. Et s'il avait été vigilant à ce que l'autre aussi envoyait, donc il y a la prudence dans l'engagement, tout en étant totalement prêt à s'engager, mais la vigilance sur le fait que l'autre n'est pas simplement qu'une belle chose qui nous plaît et dans lequel on doit plonger à corps et à cœur perdu. Et aussi que l'autre, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais l'autre, c'est l'autre. Et il ne sera pas probablement exactement comme on l'a imaginé. Donc, qu'est-ce que je vais faire quand l'autre, il va se mettre à être un autre et pas l'objet de mes fantasmes? Et comment je vais pouvoir accueillir ces signaux-là et ajuster la relation? Ça prend du temps. C'est parfois décevant au départ d'une relation parce qu'il y a un côté grisant dans la passion qui apparaît. On peut sentir des émotions très très fortes et on a envie de les vivre parce qu'il y a quelque chose. C'est une bonne accélération en voiture, en moto, mais c'est trippant et on a peut-être pas envie de passer à côté de ça. Le problème, c'est le risque derrière. Exactement. C'est le mur qu'il y a au bout qu'on n'a pas anticipé, quoi. Il est bien ton exemple parce qu'il parle du danger. Et il y a un danger qu'on ne voit pas. On se jette et on ne voit pas le danger, on ne veut plus le voir et après, on se prend le mur avec souffrance et avec fracas. Donc ce pauvre monsieur, encore une fois, puisque pour l'instant, les tangos qu'on a évoqués, c'est toujours des pauvres monsieur qui se sont pris les pieds dans dans des croyances d'un amour possible et qui n'avaient finalement pas eu raison
Mais j'ai envie de dire, pour partager aussi un peu notre expérience, que nous aussi, on s'est pris les pieds, certaines fois, qu'on a plongé dans l'intensité, dans certaines des relations qu'on a eues, mais aussi qu'on a l'expérience incarnée d'avoir pu prendre le temps et construire aussi des choses intenses et engagées, certes plus lentes. Plus lentes, et elles peuvent plus facilement se faire, j'ai cette impression-là aussi, dans le cadre des relations plurielles, parce qu'on n'a pas un seul champ des possibles. Oui. Il y en a plusieurs. Et c'est en plus, on a cette possibilité-là d'avoir cette nécessité de prendre le temps. On n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas envie de détruire tout ce qu'on a construit à côté. Ce qui n'est pas le cas quand on n'a rien, pas de relation, on est célibataire, on est seul. On attend ça depuis des années, parfois. Et puis, d'un seul coup, on est complètement submergé, on flambe. Et flamber, c'est devenir complètement obsessionnel. Mais ça se trouve, l'autre en face, lui, il était déjà en relation par ailleurs, il n'a peut-être pas envie de détruire ce qu'il a chez lui. Même si il est bien dans sa solitude et il avance avec prudence. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, c'est plus facile dans le cadre des relations plurielles. Je pense que c'est aussi possible si on n'a personne dans sa vie, mais qu'on est bien dans sa solitude. On en parlait tout à l'heure quand on préparait. Oui. Et je pense que si on donne de la valeur à sa solitude, c'est-à-dire qu'on a un sentiment bien affirmé de sa propre valeur et on sait être de bonne compagnie pour soi-même, on ne va pas accepter la compagnie de n'importe qui juste parce qu'il est disponible et qu'il a des beaux yeux. Et donc on va prendre le temps d'accueillir la personne pour que cette relation puisse durer le plus longtemps possible, qu'elle soit la plus créatrice possible et la plus équilibrée possible dans le lien et dans son avenir. Et qu'on la crée ensemble aussi, au lieu d'essayer de faire entrer l'autre dans la case qu'on a rêvé et imaginé pendant des années. Je vais trouver quelqu'un qui soit comme ci, qui soit comme ça, qui comble ceci, qui m'accompagne pour cela. On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'il peut donner? Qu'est-ce qu'on peut partager? Quelles sont les passions communes? On n'en sait rien. Il vaut mieux être dans une ouverture que dans l'idée d'attraper l'autre et de le mettre dans une case. Bien. Merci, cher compositeur et cher auteur de ce texte-là. Merci, Luciana. Merci, Jean-Baptiste. À bientôt. À bientôt. Mais quel plaisir d'entendre ces tangos, vieux de 80 ans et toujours d'actualité. Merci de nous avoir écoutés en parler. Même si on en parle beaucoup, nous ne vivons pas que d'amour et d'eau fraîche. Alors, pour nous soutenir dans notre travail, vous pouvez vous rendre sur notre page web encadamour.com où une cagnotte est prête à accueillir vos contributions pour nous aider à assumer tous les frais et continuer à faire vivre encore longtemps ce podcast. Et si vous avez vous-même envie d'aller plus loin sur ces sujets, dans une réflexion accompagnée, dans un espace plus intime, ou simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez nous écrire à contact@encadamour.com.